Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode du balado La santé au-delà des mots. Il s'agit d'un épisode de la série spéciale sur l'aide médicale à mourir. Si vous en êtes rendu à écouter mon prochain invité et que vous avez écouté les épisodes dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés, vous êtes déjà un expert du domaine. Aujourd'hui, je reçois un collègue et ami de Québec, le docteur Éric Poirier, qui est chirurgien oncologue au CHU de Québec, Université Laval. Éric a une pratique de chirurgie oncologique axée sur le cancer du sein, de l'estomac et des métastases hépatiques. Il est également impliqué dans l'aide médicale à mourir et c'est pour cette raison que je l'ai invité aujourd'hui. Éric, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Alors, merci de te prêter à l'exercice en fin de soirée de la dernière journée de novembre 2021. Alors, tu as effectué ton doctorat en médecine à l'Université Laval de 1996 à 2001, puis une résidence en chirurgie générale à l'Université de Montréal de 2001 à 2006. Tu as par la suite complété un fellowship en chirurgie oncologique à l'Université McGill de 2006 à 2008. Avant de débuter ta pratique comme chirurgien à Saint-Jérôme pendant 2 années. Puis en 2010, donc depuis bientôt 11 à 12 ans, tu es chirurgien oncologue au CHU de Québec, Université Laval, avec l'essentiel de ta pratique à l'hôpital Saint-Sacrement. Tu as également une famille recomposée de 4 enfants, ce qui te tient bien occupé. Exactement. Alors, dis-moi, Éric, avant, parce que j'aime ça connaître un peu mes invités ou permettre tout au moins à mes auditeurs de te connaître, là, quel travail voulais-tu faire quand tu étais, disons, adolescent? Est-ce que c'était la médecine ou tu avais d'autres ambitions? Non, je m'en allais pas du tout en médecine. J'adorais la chimie. OK. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Donc, j'avais planifié plus un plan de carrière pour devenir ingénieur chimique. OK. Et en cours de route, avec des opportunités d'emploi d'été, j'ai découvert le monde hospitalier là, en travaillant comme préposé aux bénéficiaires ou comme... Comme préposé aux bénéficiaires, exactement, à l'urgence et en CHSLD et préposé à l'entretien ménager. OK. La première fois que j'ai vu une salle d'opération, je l'ai nettoyée. C'est vrai. C'était où, par curiosité? À l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. OK, parce que parfois l'image qu'on a de certaines professions dans le domaine de la santé, notamment dans le moment, là, avec la crise de la COVID, le contexte des CHSLD, on n'a pas l'impression nécessairement que ça donnerait l'envie d'œuvrer dans ce domaine-là, mais toi, à l'époque, tu avais perçu ça de façon différente. Exactement. Oui, non, ça m'a donné vraiment le goût de m'intéresser au domaine médical. Et j'ai bifurqué là, de la technique en chimie analytique que j'avais débuté au cégep vers les sciences de nature pour ensuite là, faire le parcours en médecine. En médecine. Puis qu'est-ce qui t'a attiré par la suite en chirurgie et vers la chirurgie oncologique? Le côté manuel de chirurgie, certainement, c'est quelque chose qui m'a attiré là, dès le début. Et le côté aussi pragmatique de résultats rapides. Le côté oncologique est venu chercher là, mon petit côté médicus. Donc, j'aimais bien là, tout l'arsenal thérapeutique possible. Puis le domaine oncologie est assez effervescent. C'est une maladie qui est encore inconnue à bien des niveaux. Alors, c'était des défis. Puis c'était surtout très humain aussi comme pratique. Fait que ça m'a attiré. OK. Puis, je te demandais au niveau de l'oncologie, là,
les prochaines avancées là, au cours des prochaines années, là, l'espoir est où là, au niveau de l'immunothérapie, au niveau dépistage ou C'est sûr que l'immunothérapie, c'est très à la mode. Je pense qu'on sait déjà que ça ne fonctionnera pas dans tous les types tumoraux, mais certainement, on est au balbutiement, ça va révolutionner certainement. Je pense que aussi, ce qui s'en vient, c'est toute la thérapie génique possible et l'individualisation des traitements en fonction du profil génétique des tumeurs. OK. Un peu comme les antibiogrammes. Pour les c'est infections. Un concept qui existe depuis longtemps, mais OK. ouais, comme un antibiogramme pour les infections. Mais je pense qu'on arrive de plus en plus là, en clinique là, à ce stade-là. OK. Alors, en oncologie, on a l'impression, et même plus que l'impression, je pense que c'est une réalité que les traitements sont beaucoup plus élaborés qu'avant. Puis, il y a des maladies actuellement qu'on peut traiter sur une très longue période chez des patients il y a peut-être nous au début de notre pratique à nous, durant notre résidence, pour des patients qui avaient un pronostic qui était plutôt sombre. Alors, de ce côté-là, toi, tu œuvres dans ce domaine-là quotidiennement. Puis de l'autre côté, tu t'es intéressé à l'aide médicale à mourir, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais évidemment, tu vas me convaincre que ça ne l'est pas. Donc, c'est la raison de notre entrevue. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, toi? Parce que le souvenir que j'ai, là, lorsque l'aide médicale à mourir est devenue disponible au Québec, là, vers 2015, moi, personnellement, c'est pas un sujet qui m'attirait spontanément, là, pour plusieurs raisons. Puis toi, le souvenir que j'en ai, c'est que tu t'es impliqué assez rapidement là-dedans, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, exact. Je pense que c'est en partie ça date de loin, ça date de mon passé comme préposé aux bénéficiaires. Je voyais des situations où des gens étaient vraiment dans un état cognitif avancé, au sens des démences avancées, des gens, je trouvais que je trouvais pas qu'ils avaient une très grande qualité de vie. J'ai nourri des patients à la seringue avec des purées. J'ai vu et ça des jeunes patients, par exemple, accidentés avec des traumatismes crâniens sévères. Et je trouvais, ça faisait longtemps, je trouvais que il manquait une façon digne de pouvoir terminer sa vie. Il y a eu des films comme Les Invasions barbares, tout ça qui ont touché le sujet, mais ça m'a toujours toujours trouvé ça particulier qu'on puisse pas adoucir sa propre mort. OK. Et c'est un peu ce qui s'est présenté. Alors, et par rapport à l'oncologie, ben pour moi, c'est la suite logique d'une bonne partie de notre pratique, qui est une pratique, comme tu as dit, surtout dans le contexte métastatique, de donner une qualité de vie aux patients le plus longtemps possible, mais il faut aussi que la fin ait une qualité. Puis pour plusieurs personnes, de pouvoir choisir maintenant cette éventualité-là, pour moi, c'est une façon de se rendre jusqu'au bout des soins là, avec les patients. Ce qui t'a attiré à l'époque, ou en tout cas ce qui t'a sensibilisé à ça donc à l'adolescence, d'après ce que je comprends, c'était plus le volet des patients atteints de démence ou tout au moins d'atteinte que je qualifierais de neurocognitive, traumatisé crânien, démence d'Alzheimer, puis ce type de pathologie-là, ce n'était pas nécessairement le volet oncologique. Est-ce que je me trompe? Et c'est exact, parce qu'à ce moment-là, je connaissais pas l'oncologie. OK. Alors, mais c'est les premières fois où je me suis questionné. Je trouvais que les gens en CHSLD dépérissaient tranquillement un petit feu et avaient énormément de besoins. Puis je me posais la question pourquoi. Puis les familles, souvent, des fois, venaient peu les voir où il y avait des gens un peu isolés ou des familles qui nous disaient mon père aurait jamais voulu être dans cet état-là, puis pourtant ça faisait 4-5 ans qu'il était comme ça. Et c'est de là que je me suis dit, moi, si j'étais là, je voudrais pas vivre ça. Alors, si je ne voudrais pas vivre ça, il faudrait qu'il y ait une façon de mettre fin à ces jours. D'où je me disais, d'où un concept un peu là,
d'aide médicale à D'aide mourir ou médicale à d'euthanasie, mourir. disons. Là. Exact. Mais en même temps, les gens diront que ceux qui sont dans cette situation-là, eux, n'en ont pas connaissance. Donc, parfois, on pense que certaines personnes peuvent le faire plus pour leurs proches que pour eux-mêmes aussi. C'est pour m'être entretenu avec certains invités. Parfois, il y a un petit peu de subjectivité dans ça. Là. Toi, comment tu perçois ça, dans le fond, le patient qui est dément pour dire quelque chose, puis qui a l'air confortable, parce qu'il y en a, là, c'est sûr que là, on ne rentrera pas dans le concept de la démence heureuse là, que j'ai débattu avec Non. d'autres invités, mais ce ne sont pas tous les patients déments on ne sait pas s'ils souffrent, semble-t-il, c'est difficile à établir, donc pour toi, Non, en fait, mais tu pourrais te c'est projeter dans le plus futur, dans la situation d'une personne qui est là, puis dire, moi, je ne voudrais pas être comme ça, disons. exact. OK, C'est OK. plus là que les racines, en fait, d'avoir une capacité de mettre fin à ces jours de façon médicale, assistée, saine et respectueuse, si on veut. Ça, c'était déjà un concept qui m'est venu d'abord en pensant à moi-même en voyant ces patients-là. OK. Et en me disant, ben moi, je voudrais pas vivre ça. Puis c'est sûr que c'est une opinion très personnelle. Effectivement, il y a des gens qui étaient probablement inconfortables. Il y a des gens de savoir s'ils étaient heureux ou pas. Bon, c'est ça, c'est dur, c'est difficile à dire, mais je me disais juste, si ces gens-là, puis des fois, de par ce que les familles disaient, ben si ces gens-là avaient eu le choix d'éviter ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'auraient probablement fait, mais c'était par parole rapportée. Puis c'était le concept un peu qui Je m'amenait comprends. Mais est-ce que les familles à parfois réfléchir à ça. est-ce que les familles verbalisaient ça à l'occasion, là, ou en avais-tu connaissance, ou tu n'étais peut-être pas assez près là, Oui, du corps parce que médical, disons? en fait, comme préposé, on était assez près des patients et des familles. OK. Et on voyait, en fait, parce qu'on prenait soin toujours des mêmes patients, on voyait les mêmes personnes qui venaient visiter. Donc, les discussions souvent étaient plus avec la famille, dans le cas des gens qui étaient dans un état là, plus neuro-végétatif. Là. OK. Alors, quand j'ai fait que oui, il y a eu des bonnes discussions avec les gens. C'est ça qui a semé un peu qui a semé un peu le concept là que après ça, ben il y a eu différentes situations aussi durant le cours de médecine. En fait, on est confronté à toutes sortes de concepts également, que ce soit dans le stage de chirurgie pédiatrique à Sainte-Justine, de voir d'autres situations difficiles, de voir la souffrance. En fait, c'est plus de voir est-ce que les gens qui veulent pouvoir choisir de mettre fin à une situation dont on connaît l'issue, ben c'est d'avoir un peu le contrôle sur sa vie. OK. OK. Puis, toi, dans ta pratique qui est oncologique, là, c'est un petit peu une cassure. As-tu parfois des cas où le patient va passer là, d'un traitement expérimental de chimiothérapie pour dire quelque chose à l'aide médicale à mourir, ou ce sont deux clientèles souvent différentes qui vont prendre là, des voies différentes plus tôt dans la maladie? Là? Non. Il y a différents types de patients qui vont se rendre à l'aide médicale à mourir. C'est très rare, les gens qui essaient tout. Ouais. En général, c'est les patients qui ont demandé l'aide médicale à mourir, c'est rare que c'est ces gens-là. Ça prend un état d'esprit particulier, ça prend une sérénité. OK. Avec soi-même, je pense, pour demander la médecine à mourir, puis la recevoir. Donc, il faut un certain degré d'acceptabilité de la situation. Alors, mais je pense que les gens, il y en a que c'est pour des raisons de souffrance, vraiment, qui sont tannés. Souvent, les gens qui ont un parcours, effectivement, comme dans le cancer du sein, ils ont eu des traitements pendant longtemps et ils ont enduré ça longtemps. Puis des fois, il arrive un moment où ils décident que c'est assez. OK.
C'est variable. Je pense que j'ai vraiment vécu toutes sortes de situations. Ouais, qui ont amené les gens, mais ce qui rejoignait tous, c'était des gens calmes, des gens qui acceptaient ce qui s'en venait. Okay. Je pense que ça, c'est un des rôles qui m'a toujours attiré en oncologie, tranquillement, c'est d'amener les gens vers la transition, vers la mort. C'est ce qui arrive. On essaie de leur donner du temps, mais donc, il y a quand même des discussions, même avant d'être médecin à mourir, qui font partie, je pense, en fait, là, intégrante là, de ce travail-là. Puis, ben là, c'est d'arriver à avoir une option de plus. Okay. Puis, j'ai vécu aussi la transition. Les premiers, je me souviens d'un patient, entre autres, un jeune patient, début cinquantaine, qui avait un cancer du côlon métastatique. Et il a décidé, puis là, l'aide médicale à mourir était pour arriver, puis il était très hésitant. La loi arrivait tout juste. Puis, à la dernière minute, il a décidé d'aller à la maison Michel Sarrazin, qui est un excellent endroit là, qui donne d'excellents soins palliatifs. Et moi, j'ai revu sa conjointe parce qu'elle est revenue me voir. Et tantôt, ça me rejoint un peu ce que tu disais là, sur des fois, il y a les familles, il y a tout ça autour là, qui tient des fois pourquoi est-ce qu'on fait l'aide médicale à mourir ou qu'est-ce qui peut influencer. Et ça m'a vraiment convaincu de pourquoi je voulais faire ça. C'est que sa conjointe est restée avec lui à la maison Michel Sarrazin pendant 2 semaines, jour et nuit. Et au seul moment où est-ce que elle a quitté pour aller chercher des choses à la maison et rapidement venir, ben son mari est décédé. Okay. Puis ça l'a... elle est venue me reparler, puis durant qu'il était là-bas, il a reparlé à plusieurs reprises que finalement, il aurait aimé ça, s'il avait eu accès, il aurait probablement pris l'aide médicale à mourir. Puis c'est ce concept-là d'être capable de dire au revoir aux gens qu'on aime, au moment qu'on choisit, c'est un des points importants, moi, que je trouve de l'aide médicale à mourir. Et je pense que cette situation-là qu'elle m'a décrit n'est pas une situation rare. C'est quelque chose qui est arrivé quand même fréquemment. Est-ce que c'est quelque chose que le patient avait manifesté, le désir d'être avec sa famille ou Oui, bien sûr, et les gens souvent veulent être avec leurs proches. Okay. Il y a souvent des gens qui aimeraient même, on a souvent la discussion avec des patients qui voudraient mourir à la maison, mais ça prend tout un support. C'est pas facile de mourir à la maison. Là, donc, mais c'est ça. Je pense que c'est d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais les lieux dans lesquels on fait l'aide médicale à mourir actuellement, dans les centres hospitaliers, sont vraiment sont inadéquats, à mon avis. Là, on a l'environnement physique, rendu, l'environnement physique, oui. On a rendu les salles d'accouchement moins comme une chambre d'hôpital. Ben, imaginez la dernière chambre que vous avez dans votre vie, puis que alors c'est également un endroit. Je pense qu'on a dans l'avenir à travailler fort là, pour avoir des endroits adéquats. Là. Combien de patients as-tu accompagné dans le processus? Au moins une quinzaine. OK. Si c'est pas 20, à peu près, probablement entre 15 et 20. OK. Puis les premiers patients, là, c'était dès la mise en application de la loi? Oui, ça a été assez tôt, en fait, dans le centre hospitalier, dans le pavillon Saint-Sacrement. C'est moi qui ai fait la première aide médicale à mourir. Alors, ça a été quand même... ça a été une situation assez... c'est très, très chargé d'émotions. Okay. À chaque fois, là, je peux dire, c'est un moment extrêmement privilégié, je trouve, d'être au cœur là, quand la famille est là, quand tout le monde se dit là, au revoir. C'est très chargé d'émotions.
Est-ce que tu te Alors, souviens de chaque cas ou oui, OK. oh oui, oui. J'ai le souvenir lors du début de ton implication dans ce domaine-là d'une certaine frustration face au processus. Donc, ce que j'appellerais la paperasserie, puis la commission, les exigences, tout ça, est-ce que ton appréciation là, de cette composante de l'aide médicale à mourir a changé ou tu trouves ça encore lourd, là, le côté administratif? Ça s'est amélioré, faut être honnête. C'est sûr que au début, c'était toute là aussi la loi provinciale au début qui est arrivée. Par la suite, la loi fédérale. J'ai vraiment, moi, des patients qui ont, il y avait le délai là, demandé au niveau avec la loi fédérale, les gens m'ont comparé à être dans le couloir de la mort, comme quelqu'un qui attend une sentence, Qui est condamné à mort, mais qui attend. condamné à mort, Ouais. qui attend. Et ouais, ils m'ont vraiment dit, j'ai 2, 3 patients qui m'ont dit ça. Puis je comprends parce que du moment où les gens ont choisi le moment, quand on établit la date, le moment dans la journée, tous les patients, sans exception, m'ont dit qu'ils attendaient, ils avaient hâte. Je pense que quand la date est choisie, chaque jour, OK, là, les gens, ils planifient leur au revoir, tout ça, mais pour ma part à moi, c'est sûr que c'est des maladies chroniques. C'est des gens, ils savent souvent depuis un petit bout de temps là, que ça va arriver. Donc, ils sont assez prêts, mais l'attente génère beaucoup d'anxiété. OK. Même si la date est arrêtée. Oui, à chaque fois que je m'installe, j'arrive, puis à plusieurs fois, je redemande s'ils veulent changer d'idée, c'est jusqu'à la dernière minute, on leur demande. Oui. Et c'est toujours là que non, là, j'avais vraiment, là, on est rendu là, j'avais hâte là, que ça s'en vienne. C'est souvent ça qui ressort là, de la part des patients. OK. Puis toi, les patients que tu accompagnes, j'imagine ce sont essentiellement des patients là, en oncologie, avec la pratique que tu as. Oui, exactement. Exactement. J'ai eu 2 cas qui n'étaient pas de l'oncologie, mais ça c'était au tout début en fait parce qu'on n'est pas beaucoup. Là, il y a plus de gens, c'est mieux organisé, mais au départ, on n'était vraiment pas beaucoup. Alors, durant les périodes estivales, les vacances d'été, pour dépanner puis aider, j'ai 2 patients que j'ai fait là, qui n'étaient pas en oncologie. Mais sinon, c'est plus. Sans rentrer dans les détails là, peut-être pour des enjeux de confidentialité, est-ce qu'il y a des cas où tu as été impliqué dans le processus, puis tu avais un malaise avec l'indication ou le timing, je te dirais, dans la vie du patient? Tu sais, toi, comme oncologue, où tu te dis, il me semble qu'on aurait encore peut-être des choses à offrir, ou toi, quand tu es demandé, tu t'exclus un peu de cette réflexion-là, puis tu te vois plus comme vraiment un aidant, là. Non, j'ai pas eu ces situations-là. Il y a eu des situations où j'ai décliné, où j'ai des patients qui demandaient, mais qui ne correspondaient pas aux critères. OK. Donc, mais pas. J'ai pas été confronté à des cas où, mais s'il y avait des options encore disponibles, je pense que dans l'évaluation, ça fait partie des questions quand on veut être certain qu'ils comprennent leur maladie, les options possibles. Donc, ça me gênerait pas d'en parler avec les gens, mais j'ai pas eu de ce genre de cas-là. Toi, dans les faits, là, un collègue, ce serait un collègue qui va t'interpeller, disons, si c'est pour un de ses patients ou le processus exact là, dans l'hôpital. Là, mettons qu'il y a un patient ou une patiente d'un de tes collègues à Saint-Sacrement qui demande l'aide médicale à mourir. Par quel mécanisme là, es-tu impliqué? Là,
Parce que tu es identifié comme un médecin qui pratique l'aide médicale à mourir. J'imagine qu'il y a une banque de cliniciens. Oui, ben là, dans le service de chirurgie oncologique, en fait, concernant le sein à Saint-Sacrement, ben les gens, je suis le seul, en fait, à en faire. Alors, les gens vont me les référer. Fait que je vais les voir en consultation. C'est souvent des gens qui sont encore en externe. Puis là, on n'a plus de traitement disponible. Il y a une progression de la maladie. Alors, là, je vais les voir à ce moment-là. Donc, ils vont m'être référés. Puis je vais les évaluer. Puis après ça, on va établir un moment. Je dirais que c'est une des parties que je trouve les plus difficiles d'établir le moment. OK. Au sens où je me sens, on a des horaires quand même chargés. Faut j'essaie de trouver une disponibilité pour eux. Et c'est toujours, pour ma part, je trouve ça, j'aimerais avoir la liberté plus de leur offrir. On discute ensemble, mais c'est toujours le moment le plus particulier où je suis le plus grand malaise, c'est de regarder l'horaire, puis là, je suis obligé de leur dire, bon, ben, voilà, il y a tel moment, tel moment, tel moment de possible. Quand c'est plus rapide, quand c'est à l'avance, quand j'ai eu des gens qui l'ont demandé, ils voulaient une date précise, ben là, on est capable de plus s'organiser, mais c'est quand même quelque chose qui est ça que j'ai un certain malaise. Les gens comprennent tous très bien, par contre, là, puis je leur dis que sinon, il y a d'autres, je peux les référer à d'autres. Là, avant, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres, là, mais maintenant, il y a plus de collègues là, qui en font. Avant d'aller à la pause, je te demanderais, as-tu été victime de pression, de commentaires négatifs, de regards fuyants ou autres là, en raison de ton implication dans l'aide médicale à mourir, que ce soit par des collègues, le personnel soignant ou qui que ce soit? Des familles peut-être même à la limite là, qui seraient en désaccord avec la décision de leurs proches? Non, j'ai pas eu de famille. Toutes les familles ont, en fait, c'est énormément de remerciements. Après, c'est toujours les familles, en tout cas pour ma part, vraiment sont toujours très contentes. Dans ce que j'ai vécu, là, j'ai pas eu de gens qui étaient en désaccord. C'est sûr qu'il y a eu la période de COVID qui est un peu particulière là, face à ça. Peut-être on pourra l'aborder, ce serait un autre. Mais rapidement, oui, des regards. La première fois, en fait, les premières fois que ça avait lieu, malheureusement, les gens on vient avec 2 trousses complètes. C'est la trousse de backup qui est là, de rechange si jamais il y avait un pépin. Donc, tous les médicaments étaient dans 2 trousses. Et c'est 2 valises noires. 2, un peu comme des coffres à outils. OK. Alors, ça m'a toujours déplu. La couleur, peut-être, le choix. J'avais l'impression. Puis les gens, les premières fois, oui, sur les départements, j'ai eu des regards. Les gens voyaient ça vraiment d'un œil particulier. OK. Ça s'est passé. Maintenant, comme n'importe quoi, là, tout le monde s'est habitué, mais il y a eu des collègues aussi qui n'étaient pas à l'aise du tout avec ça, qui respectaient le choix du patient, mais c'est sûr que ça touche des convictions très personnelles. Tout à fait. C'est un sujet. Mais je pense que comme n'importe quoi, le débat de société s'est fait, l'acceptabilité s'est fait davantage, mais quand même, à chaque fois que je prends mes petites valises noires, je me dis qu'on aurait pu choisir une autre couleur. Fait que tu arrives à l'étage puis t'es l'homme aux 2 valises. Ouais. OK. C'est l'image, je veux pas, puis peut-être c'est pour moi aussi au niveau personnel, je veux pas me percevoir comme quelqu'un qui apporte la mort, mais plus comme quelqu'un qui apporte c'est vraiment un soin, qui apporte un soulagement, une transition.
vers quelque chose d'autre que personne ne peut expliquer actuellement. Alors, on prend une courte pause et on revient avec le docteur Éric Poirier, qui est chirurgien oncologue au CHU de Québec, Université Laval. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Éric, avant la pause, tu faisais allusion là, au contexte là, dans lequel tu administres l'aide médicale à mourir. Puis, tu as évoqué là, le fait que tu ne voulais pas être perçu comme quelqu'un qui amène la mort, mais quelqu'un qui vient offrir un soin. Là. Donc, tu as lu dans mes pensées parce que je voulais t'amener dans cette voie-là. Est-ce que pour toi, l'aide médicale à mourir, c'est un soin comme un autre ou ça va toujours être dans une catégorie un peu à part, donc ce qui va impliquer toujours certaines restrictions, des conditions d'administration peut-être un peu plus difficiles, peut-être frustrantes parfois pour les cliniciens ou les familles? Je pense que c'est sûr que ça ne sera jamais un soin comme un autre. Ça, je pense que ça reste un geste qui doit être bien sûr entouré de balises. Là. Ça, on s'en sort pas. C'est quand même, faut être sûr qu'il n'y ait pas de glissement. Là. Peut-être que les balises, ou en fait, on a abordé le point au départ, le côté administratif était très intense au début, assez que ça a découragé plusieurs, mais moi, j'ai failli arrêter d'en faire là, parce que c'était trop. Mais non, ça va rester un soin à part, de par sa caractéristique, sa finalité, le contexte. OK. Tu parlais des balises puis des contraintes administratives au début. Là. Qu'est-ce qui te frustrait le plus? C'était que tes conduites soient, que les indications soient remises en question ou c'était simplement juste la lourdeur de la paperasserie là, associée là, à ce type de soins-là? La lourdeur, ouais, de la paperasserie, c'était vraiment les formulaires à remplir, les questions redondantes dans le formulaire. OK. C'était correct de s'assurer du consentement du patient, mais c'était toute la redondance des questions à double négation dans le formulaire. C'était vraiment mal fait. Puis la surveillance qu'on avait de la Commission sur les soins de fin de vie, se faire appeler pour des détails vraiment, pas pour sur le fond d'une. Tu sais, au moins la question était sur le fond d'un consentement, sur une question, mais pas pour des détails, de ne pas avoir écrit, mettons, ce qu'eux voulaient, mettons, il faudrait ressortir. Le premier formulaire était d'un ridicule, là. C'était aberrant. C'était vraiment aberrant, là. OK. Mais là, la version électronique est mieux. Ça reste, on parle de balises. Oui, on veut s'assurer que tout se passe correctement, mais je pense que un peu comme une chirurgie, pourtant on le sait, on est en chirurgie, on fait des chirurgies extrêmement, des fois invasives, qui vont avoir des conséquences tout autant irréversibles, mais on n'a pas ce genre de formulaire à remplir pour le consentement. Le consentement se fait
avec le patient dans l'explication de la chirurgie, des risques. Donc, tout ce détail-là qu'on a avec les patients n'est pas mis extensivement au dossier. Il l'est mis parce qu'on doit le mettre, mais essaie de t'imaginer s'il fallait vraiment détailler là, outre mesure tout ça à chaque fois que tu avais une chirurgie à faire. Donc, peut-être que c'est parce qu'on est habitué de faire des consentements comme ça, élaborés pour des gestes invasifs, que le côté administratif pour le consentement, qui est un geste quand même grave, là, l'aide médicale à mourir, mais c'est un peu les mêmes critères, c'est les mêmes explications, mais ce qu'on devait mettre au dossier était démesuré, à mon avis. C'est comme si on ne faisait pas confiance aux cliniciens, à la relation thérapeutique qu'on a et qui est un devoir de médecin d'aller chercher un consentement éclairé. C'est comme si ce concept-là, on ne faisait plus confiance, effectivement, aux cliniciens. As-tu eu des cas où on a même remis en question l'indication ou, par exemple, au tout début, le critère de fin de vie, parce que c'était présent au début? Non, on n'a pas remis, mais c'est sûr que je pense que tous, on était très frileux. En tout cas, je parle pour moi, puis des collègues, quand on se parlait, ceux qui en faisaient. C'est sûr que, tu sais, on a dit, j'ai une famille, 4 enfants, personne ne voulait se mettre dans une situation où est-ce qu'une poursuite ou quelque chose pourrait causer vraiment des problèmes, une poursuite. Ouais. Fait que non, je pense que la sélection, en tout cas pour ma part, je faisais vraiment attention. Puis les gens qui m'ont été référés, c'est sûr qu'en oncologie, le critère de fin de vie était assez facile à établir. Là. Tu parlais tout à l'heure, je pense que tu as évoqué le concept de glissement. Là. Est-ce que pour toi, c'est un risque ou l'État québécois ou canadien là, va mettre en place suffisamment de mesures pour qu'on progresse là-dedans de façon sécuritaire là, et ordonnée? Là? Ben, je pense que le fait d'avoir déjà là deux évaluations médicales, les règles sont claires. Le glissement, en fait, je pense, peut survenir lorsque, il y a des gens autour des fois, peut-être qui ont des gains secondaires, puis peut-être plus dans une aide médicale à mourir qui se fait demander à l'avance. On a le concept d'aptitude à consentir au moment même a disparu, ce qui est nouveau. Donc, est-ce que les gens vont pouvoir éventuellement, sous une forme de testament biologique, là, établir vraiment à l'avance? C'est peut-être dans ces contextes-là qu'il pourrait y avoir glissement, mais il y a aussi la bonne volonté des gens. Je pense que les gens sont bons en général. Il faut être gardien là, de certaines personnes qui voudraient prendre abus, mais les lois, je pense, sont bien faites, puis je pense que ça serait vraiment une minorité de gens. C'est un peu comme se dire, est-ce que le système, judiciaire peut empêcher complètement tous les abus? Non. La plupart du temps, si ça va bien. En médecine, c'est la même chose. On vise la perfection, mais en même temps, il faut que les lois soient faites pour la majorité, à mon avis. Mm-hmm. Dis-moi, on se projette dans le futur, tout au moins en ce qui concerne le Québec, là. Ton opinion spontanée là, sur l'aide médicale à mourir pour les mineurs. Là, il y a 2 types de mineurs. Là, on parlerait, mettons, des enfants en très bas âge là, atteints de maladies néonatales, congénitales, sévères, sans aucun pronostic. Puis ensuite, les mineurs là, matures, là, donc peut-être les enfants atteints de cancer là, qui approchent de la maturité. Là, spontanément, pour ces 2 catégories de clientèle pédiatrique qui sont complètement différentes. Ce serait quoi ton impression? Là? Pas nécessairement pour l'administration, mais simplement pour l'accès. Certainement pour un
un adolescent qui a la maturité pour choisir, qui a un cancer métastatique, qui a envie d'être avec ses frères, ses sœurs, ses parents pour dire au revoir, puis s'endormir. Certainement que pour moi, c'est un concept que, en fait, ça va de soi. Je pense que ça revient encore à l'aptitude à consentir. On a mis, il y a des âges qui sont faits pour le consentement. À un moment donné, il faut mettre une balise. Ça inclura, il va toujours avoir des exceptions. Il va y avoir des plus jeunes, plus matures, puis des plus vieux, moins matures. Mais bon, si on s'en sort pas, il faut mettre à un moment donné un âge. Pour les plus jeunes, en fait, en néonatologie, c'est un peu faire une aide médicale à mourir par procuration avec les parents. Par consentement substitué, oui. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, c'est le terme, par consentement substitué. Encore là, pour ma part, si c'est bien entouré, bien fait, je pense que ça va arriver. On va se rendre là. Maintenant, il y a une question d'acceptabilité sociale. Te verrais-tu administrer l'aide médicale à mourir à un mineur, là, toi qui as des jeunes enfants? Là? Probablement qu'il y a une clientèle plus adolescente. Oui, c'est sûr que je ne suis pas confronté, moi, en oncologie, beaucoup à cette clientèle-là. Mais je comprendrais, au sens où, pour moi, ça, je le vois plus comme un jeune adulte. OK. Donc, oui, je serais probablement à l'aise avec ça. Les jeunes enfants, peut-être pas, c'est ça? Ça, actuellement, j'aurais pas mal plus de difficultés. Actuellement, la loi sur les soins de fin de vie là, a vraiment statué sur le concept de sédation palliative, qui est finalement donc une forme de sédation qui est poursuivie jusqu'au décès. Là. Comment tu perçois ça, toi, par rapport à l'aide médicale à mourir? Est-ce que c'est juste une décoration, là, ou c'est finalement le même processus qu'on étire un peu? C'est sûr que j'ai pas beaucoup, moi, d'expérience face à ça. Là. C'est probablement plus les gens soins palliatifs qui vont offrir, en fait, ça. Là. J'ai pas de patients non plus qui m'ont demandé ça. Effectivement, je pense que est-ce que c'est un concept avec lequel, pour ma part, entre faire des soins palliatifs usuels ou une aide médicale formelle. La sédation, c'est plus si quelqu'un souffre énormément, mais veut être endormi, mais sans avoir une mort rapide comme pourrait l'amener l'aide médicale à mourir. Peut-être que ça peut être le choix de certains, mais okay. C'est un peu... je pense que je serais curieux de savoir combien de sédations palliatives ont lieu par année. Ah, ça, je pourrais pas te... Il ne doit pas en avoir beaucoup. Il y a parfois des opposants à l'aide médicale à mourir qui mentionnent, en fait, à la fois dans le contexte donc de l'oncologie, là, en soins palliatifs, également peut-être via l'accès à l'aide médicale à mourir par des directives médicales anticipées, là, ce qui est le sujet de la commission parlementaire qui est actuellement en cours. Les gens évoquent parfois le manque de ressources, donc soit en soins palliatifs, soins de longue durée. Est-ce que pour toi, c'est un enjeu ou c'est simplement un argument là, de la part des opposants à l'aide médicale à mourir? C'est sûr que c'est un enjeu au sens où moi, j'ai vécu, on le voit, la dernière année, le nombre d'aides médicales à mourir va en augmentant.
tantôt, je parlais avec les familles, ils me remerciaient. Je pense qu'à chaque aide médicale à mourir que j'ai fait, il y a quelqu'un, un membre de la famille qui assistait, qui a dit, moi aussi, c'est comme ça que je vais vouloir que ça se termine. Alors, plus les gens vont le voir, je pense, ça va continuer d'augmenter. Donc, et on n'est déjà pas beaucoup à le faire. C'est certain que ça pourrait augmenter de façon exponentielle avec des directives médicales anticipées. C'est un enjeu, mais maintenant, c'est pas parce je pense qu'il faut, d'un coup, l'enjeu est identifié, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas empêcher ce concept-là, je pense, d'arriver, juste en disant que il va manquer de bras. Là. OK. Puis, lorsque tu administres l'aide médicale à mourir, là, la journée qui a été déterminée avec le patient, pour toi, est-ce que c'est une journée normale ou il y a toujours quelque chose, là, même dans la semaine, la veille, le matin même, même la soirée, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu portes pendant un certain temps ou on finit par être capable de se détacher puis que ce soit un moment thérapeutique de la journée parmi tant d'autres? Non, c'est pas un moment parmi tant d'autres. Même ma femme pourrait t'en parler. C'est des choses qui s'immiscent aussi, en fait, à la maison. C'est des choses que je fais. Je pense que c'est la façon pour moi, en tout cas, pour ma part à moi, de le vivre. Là. Il y en a beaucoup dans ça que c'est des patients que je connais depuis longtemps. Fait que il y a un caractère particulier, émotif aussi pour moi là-dedans. C'est des journées où le matin, je suis dans un mood un peu différent. J'essaie d'être le plus zen possible. Je repense aux raisons pour lesquelles je le fais. Et après, aussi, le soir, ça prend un débriefing de ça. Puis je pense que ce qui aide beaucoup, c'est justement aussi après, quand les familles, le support des familles qui vient après est toujours surprenant. Puis ça aide aussi. Maintenant, c'est des journées chargées. Dans les jours suivants, ça passe. C'est plus le 2-3 jours avant, parce que souvent, les gens, quand ils sont hospitalisés, on va les revoir, on en jase. Donc, on baigne un peu là-dedans pour quelques jours. Oui. As-tu un rituel, disons, la journée même ou quand tu dis que tu essaies d'être le plus zen possible, là, donc j'imagine que c'est pas le temps d'appeler la compagnie de câble parce que ton décodeur fonctionne mal. Ça te mettra pas dans une attitude de relaxation. Non, effectivement. La routine, en fait, ça commence par le fait que je me présente toujours avec une image soignée. Je pense pas de dire que je vais travailler en jeans troués tous les jours, mais avec, je trouve que par respect, j'ai jamais fait d'aide médicale à mourir en habit de chirurgie. vert de chirurgie. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, pour ma part, ça se fait pas. Donc, je me mets propre, des beaux vêtements. Je vais être par respect pour ce que je vais faire. Puis effectivement, des fois, c'est un exercice d'arriver zen parce que même si on veut, avec la clinique, les imprévus, il y a un moment précis pour l'aide médicale à mourir. Si on établit 1 heure, je me verrai jamais arriver en retard pour ça. Fait que même j'essaie d'arriver d'avance pour rencontrer je revois la famille avant, je revois le patient ou la patiente, bien sûr. Donc,
c'est arrivé, c'est ça, c'est un exercice de tasser tout ce qui peut s'être passé dans la journée j'essaie de mettre dans une bulle quand c'est le moment. Euh, c'est pas mal ça mon rituel. Quand j'ai été chercher les médicaments à la pharmacie, puis là c'est là que pas une méditation, mais presque. OK. Je me mets dans un état d'esprit pour faire ce qui va arriver. Ça occupe combien d'heures dans ta journée? Là, j'ai l'impression que c'est presque un épisode de 2 à 3 heures. Ou... En fait, non, pas tant que ça. En tout et partout, habituellement à peu près 1h30, 2 heures. OK. Ouais. Donc, tu administres l'aide médicale à mourir. Ta pratique est axée à presque 100% sur le volet oncologique, sauf la chirurgie d'urgence. Là, peut-être en conclusion d'entrevue, là, trouves-tu ça lourd au niveau personnel de ne pas avoir là, un peu d'échappatoire, là, de traiter seulement des patients? Je comprends, il y a sûrement une portion qui est très, très valorisante, mais ce fardeau-là, est-ce qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est lourd à porter, là? C'est sûr, oui. Ça use à la longue. Avant d'aller en chirurgie oncologique, j'avais un patron à Montréal. J'avais discuté longuement sur le choix de carrière, puis il m'avait dit, à la fin de la discussion, s'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes, Éric, c'est il faut que tu sois capable de te sortir de là. Il dit, faut que tu prennes beaucoup de vacances. Puis c'est vrai. Faut à un moment donné se sortir la tête là-dedans. Faut avoir des échappatoires. J'ai autre chose, j'ai la musique, j'ai les enfants, la famille, mais faut réussir à faire une coupure parce que ça, comme je dis, ça use. Ça use, ouais. C'est bon, je te remercie. Alors, donc nous aussi, on a une coupure dans l'entrevue, donc on termine en général sur une note plus légère. Il y a une section baguette magique dans le balado. Alors, ça peut être dans l'aide médicale à mourir ou dans n'importe quel autre secteur de la santé. Là, si tu pouvais changer une chose par magie aujourd'hui ou ce soir, ce serait quoi? Changer une chose par magie, en restant dans le thème de l'aide médicale à mourir, ce serait d'avoir des lieux dédiés à ça. OK. Un peu que ce soit dans les centres hospitaliers ou un peu comme la maison Michel Sarrazin, mais des maisons pouvant accueillir les gens voulant l'aide médicale à mourir, mais avec vraiment un concept, un salon pour la famille, un endroit pour avoir un repas, être bien installé, une vue sur le fleuve. Ça serait un bel endroit. Quelque chose. Un bel endroit, oui. Puis, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un repas, comme tu disais, ou un verre, ce serait qui? Tu ne seras pas surpris que tu te dises Dave Grohl, le leader, chanteur des Foo Fighters. Pour quelle raison? Son franc-parler? Pour plusieurs raisons. Je pense pour tout ce qui est passé au travers, pour mon admiration que j'ai pour la musique, pour ce qu'il fait, puis pour la personne qui est aussi. OK. Ouais. C'est bon. As-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation, un organisme là, que tu aimerais nous présenter? Ou... La cause, c'est sûr, je travaille avec le cancer du sein beaucoup, donc mais je pense que c'est quelque chose qui est très connu. La Fondation pour le cancer du sein, il y a plusieurs événements caritatifs là, toutes les années. C'est quelque chose qui nous aide beaucoup, donc c'est quelque chose, oui, qui me tient à cœur. Super. Donc, je mettrai le lien là, sur tes notes d'entrevue.
C'est déjà la fin de l'entrevue. Aurais-tu une dernière pensée par rapport au sujet dont on vient de discuter là, pendant près d'une heure? La dernière pensée, c'est que j'aimerais et j'espère que des résidents vont s'intéresser à l'aide médicale à mourir. Je pense que ça prend des gens de différentes spécialités. Et c'est sûr que c'est très particulier. Faut le vivre, faut voir comment ça se passe. Puis, je pense que ça s'enseigne comme toute autre chose en médecine. Donc, j'espère que les gens vont s'impliquer de plus en plus à ce niveau-là. Est-ce que tu peux être accompagné d'un étudiant ou d'un résident lorsque tu administres l'aide médicale à mourir ou c'est un peu délicat ou ça s'est jamais présenté? Oui, ça s'est présenté. OK. Et j'en ai parlé avec le patient au préalable et tout s'est bien passé. Donc, je pense que oui, ça se demande. C'est sûr que c'est peut-être plus facile pour moi parce que c'est des gens, des fois, que je connais de longue date. Mais oui, moi, je pense que ça se fait. Parce que toi, quand tu as commencé ça, tu as commencé ça de zéro, là. De zéro. Ta première fois, là, tu n'avais aucune première expérience. Fois, aucune expérience. On devait faire confiance que les injections étaient pour fonctionner, que tout, c'est sûr que tout avait été pensé. Ben oui, la première fois, c'était de zéro. Alors, c'est sûr, je pense que comme n'importe quoi, c'est toujours mieux de se le faire montrer, d'avoir là, les gens ont l'expérience, il y a toutes sortes de situations qui nous sont arrivées. Alors, je pense que ça s'enseigne, puis il faut falloir que ça se fasse davantage. Je te remercie. Alors, ceci conclut mon entretien avec Dr. Éric Poirier, qui est chirurgien oncologue au CHU de Québec, Université Laval, et qui était impliqué également dans l'administration de l'aide médicale à mourir. Éric, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à toi, Jean-Pierre, de l'invitation. Au plaisir de se revoir à l'hôpital ou sur la patinoire. Alors, en attendant, donc, je remercie les auditeurs. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la série sur l'aide médicale à mourir et les autres épisodes du balado La santé au-delà des mots. Je vous invite à visiter le site web qui est baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Vous pouvez vous abonner au site web pour recevoir les courriels qui annoncent les épisodes. Je vous invite également à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez me suggérer des invités. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.